Chers doctorants, chères doctorantes, je reviens à vous pour une conférence qui va porter sur la pédagogie universitaire et la didactique professionnelle. La première que j'avais présentée dans le semestre 1 s'intitulait « Qu'est-ce que la didactique ?» Celle-ci va porter sur la pédagogie universitaire et la didactique professionnelle. Vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi la pédagogie universitaire. Eh bien, on la destine à ceux qui souhaitent plus tard entrer dans la fonction dans l'enseignement supérieur. Objectif de cette conférence, c'est de comprendre les fondements de la pédagogie universitaire, connaître les pratiques universitaires et connaître la didactique professionnelle. Les questions qui s'imposent: qu'est-ce que la pédagogie universitaire? Que signifie enseigner dans le supérieur? Qu'est-ce que la didactique professionnelle? Quel lien entretient-elle avec la pédagogie? Je vais faire un petit rappel de la première conférence que j'ai présentée intitulée « Qu'est-ce que la didactique ?» où j'avais montré la différence entre la didactique et la pédagogie. Justement, si la didactique c'est une discipline de théorisation, une discipline de recherche, la pédagogie c'est une discipline appliquée. Elle s'intéresse aux interactions humaines, donc il y a toujours une communication interhumaine qui s'inscrit dans la pédagogie. Et le mot-clé, c'est l'apprentissage. La pédagogie, c'est les manières d'apprendre et bien sûr, elle s'intéresse à la qualité de l'acquisition. On va voir ce qu'est la pédagogie universitaire. D'abord, une définition du concept de pédagogie. La définition que je vous mets ici, elle est extraite du dictionnaire des concepts clés de pédagogie de Françoise Raynal et d'Alain Rienier. Et les deux auteurs expliquent la pédagogie comme étant toute activité, et vous allez voir dans la définition que j'ai souligné des mots-clés, toute activité déployée par une personne pour développer des apprentissages chez autrui. Vous voyez bien la communication entre les personnes. Ici, vous avez une personne chez autrui. Donc, il y a bien une relation interhumaine. C'est une activité, donc, il s'agit d'une série d'actions qui visent à provoquer des effets. Dans quel but? On va développer des apprentissages. Donc ici, on est dans faire apprendre et on est dans le domaine de la pratique. Vous allez voir que la pédagogie ne se limite pas qu'à l'enseignement. On fait de la pédagogie même dans la vie de tous les jours. Un exemple, un ingénieur des BTP, par exemple, expliquant aux ouvriers les actions à réaliser. Il est dans une démarche pédagogique. Un juriste, un notaire, par exemple, explique à son client les principes de l'héritage et de la succession. Il est dans une démarche pédagogique. Un médecin qui explique à son patient le traitement à suivre, il lui explique la démarche, il lui explique un certain nombre de choses. Il est dans une démarche pédagogique. Si on revient donc au monde de l'enseignement et on inscrit la pédagogie dans un cadre universitaire, vous allez voir qu'elle ne touche pas que les tâches de l'enseignant. Elle touche les tâches de l'enseignant et les tâches de l'étudiant. Les deux travaillent ensemble. Et lorsqu'on est dans ces actions qui visent à provoquer des effets, le faire apprendre, bien sûr, nécessite le recours à de multiples stratégies. Pourquoi? Parce que les gens à qui on s'adresse pour faire apprendre quelque chose développent eux aussi des stratégies d'apprentissage multiples. On n'a pas le même mode d'apprentissage et c'est la raison pour laquelle, quand on est dans un cadre d'enseignement, on doit faire attention aux différentes stratégies développées par l'étudiant, par l'apprenant, pour apprendre. Que signifie enseigner dans le supérieur? Enseigner dans le supérieur, c'est un métier qui s'apprend. En effet, il demande des prérequis pédagogiques. Un enseignant nouvellement recruté, un diplômé avec un doctorat et puis quelques-uns aujourd'hui de l'ancien système ayant le magistère, sont recrutés dans les établissements de l'enseignement supérieur. On demande des prérequis pédagogiques. Certains les ont quand ils ont enseigné ailleurs, d'autres ont peu ou prou de prérequis pédagogiques.
C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place en 2016 un programme, un arrêté qui fixe les modalités d'accompagnement des enseignants nouvellement recrutés à travers un programme de formation dès la première année. Les enseignants nouvellement recrutés à l'université dans les écoles supérieures suivent un enseignement à distance et un enseignement en présentiel. C'est une formation, pas un enseignement, c'est une formation pédagogique, donc qui met l'accent sur le développement des compétences pédagogiques. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, dans le titre, vous avez vu pédagogie universitaire et didactique professionnelle. Justement, ici, pour comprendre c'est quoi enseigner dans le supérieur et quelles sont les tâches, on va avoir recours à des concepts de didactique professionnelle que vous avez ici. Alors, trois courants légèrement différents, mais qui se complètent. Lorsque on est titulaire d'un diplôme universitaire, quel qu'il soit, ingénierat ou universitaire de manière globale, on a une idée globale de ce qu'on va faire. Une idée globale, ça veut dire, j'ai suivi des études de médecine, je vais être médecin, je sais ce que c'est que ce que je vais faire. Mais on a une image que Dimitri Ochanin, un psychologue russe, appelle une image cognitive, c'est-à-dire on a une connaissance de ce qu'on va faire. Dans le monde, si on convoque le monde de l'ergonomie du travail avec Jacques Leplat, il appelle ça des tâches prescrites. Ou si on convoque la didactique professionnelle, Pierre Pastré appelle ça un savoir épistémique. Cette image cognitive, cette tâche prescrite, ce savoir épistémique, on l'acquiert dans la formation initiale diplômante. Formation initiale diplômante, c'est-à-dire le diplôme universitaire qu'on a obtenu, un ingénierat ou bien une licence et même avec un master. Cette image cognitive, l'idée qu'on se fait de ce qu'on va faire, ne sera réellement opérationnelle et on ne comprendra réellement ce qu'on fait que lorsqu'on va sur le terrain. Sur le terrain, cette image cognitive, Dimitri Ochanin l'appelle image opérative. L'image opérative, pour lui, elle se construit au cours de l'action. C'est-à-dire, on ne peut comprendre réellement la tâche, comment la réaliser, que lorsqu'on la fait dans l'action, on comprend mieux. C'est la même chose pour la tâche prescrite qui, sur le terrain, est une tâche effective. Et ce savoir épistémique, lorsqu'on le met en œuvre, il devient un savoir pragmatique. Justement, le problème qui se pose pour les diplômes universitaires, quels qu'ils soient, même si dans certaines formations, dans le supérieur, ces diplômes se soldent par un stage sur le terrain, en entreprise ou autre, mais bien sûr, le stage ne peut pas recouvrir toutes les situations que rencontrera le sujet une fois qu'il obtient son poste et qu'il commence à travailler. C'est la raison pour laquelle on parle de développement professionnel qui se fait au cours de l'action, c'est-à-dire il y a plein de situations inattendues que rencontre celui qui travaille. Il va dire mais moi je n'ai pas vu ça dans ma formation initiale, j'ai pas vu ça quand j'ai fait ingénierat, j'ai pas vu. C'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas prévoir toutes les situations. Mais maintenant il est question de développer, d'opérationnaliser la formation universitaire pour que le sujet, une fois sur le terrain, ne soit pas démuni, ne soit pas devant les situations, on va dire, inattendues. Alors, on va aller vers la NAM. La NAM, c'est la nomenclature des métiers et emplois, la nomenclature algérienne, hein, des métiers et emplois que vous trouvez sur ce site, qui définit quelles sont les tâches prescrites des différents métiers qu'on trouve en Algérie, hein, ingénieur, médecin, cadre bancaire, architecte, juriste, etc. Et quand vous cliquez sur un de ces fiches, vous avez bien sûr après les différentes spécialités. Par exemple, si vous cliquez sur ingénieur, un ingénieur des mines, un ingénieur hydraulique, un ingénieur des ponts et chaussées, n'ont pas ont peut-être des points communs, mais pas la même tâche, la tâche prescrite. Ce qui fait que si je vais pour l'enseignement, déjà pour l'enseignement, la NAM, elle sépare l'enseignement dans le système éducatif, donc enseignement scolaire. On va laisser ça de côté et on va s'intéresser à la fiche
qui décrit l'enseignement supérieur et la recherche scientifique que vous avez en face de vous. Cette fiche est numérotée 01501. Que dit-on dans cette fiche comme tâche prescrite pour enseigner dans le supérieur? Alors, l'enseignement supérieur organise la formation des étudiants, c'est-à-dire le sujet, celui qui va enseigner dans le supérieur. Il organise la formation des étudiants selon les programmes d'enseignement au sein des établissements universitaires. Quelqu'un qui vient d'obtenir son doctorat, il veut aller enseigner à l'université, ça reste vague. Organiser la formation des étudiants, c'est un peu vague, c'est pas précis. On a besoin de savoir exactement quelles sont les tâches précises que je vais réaliser. Un enseignant universitaire peut réaliser et superviser des travaux de recherche universitaire. À la limite, on va dire c'est évident. Réaliser des travaux de recherche universitaire, c'est normal. Un enseignant universitaire, il diffuse le savoir à travers des écrits scientifiques qu'il publie. Il supervise également des travaux. L'enseignant universitaire, il supervise dans un laboratoire, dans un TP, il supervise les mémoires de fin d'études, il supervise les mémoires de master, les thèses de doctorat, c'est là superviser. Mais ça reste un peu vague. Réaliser, c'est clair. Superviser, on ne sait pas comment. Superviser dans le sens de encadrer. La dernière compétence de cette fiche, l'enseignant universitaire peut diriger une structure ou une unité de recherche universitaire. Là, je dirais que c'est une fonction administrative et elle ne recouvre pas exactement la tâche prescrite de l'enseignant du supérieur. Alors, quelles sont les tâches de l'enseignant du supérieur? Un enseignant universitaire, qu'est-ce qu'on demande de lui? D'abord son diplôme, c'est tout à fait normal. Maintenant, les enseignants du supérieur sont recrutés à partir du diplôme de doctorat. Ils doivent avoir des compétences dans leur spécialité, des compétences aller jusqu'à la maîtrise, hein, même si je mets maîtrise entre guillemets, mais quand même c'est l'élément le plus important. Outre le diplôme, on demande quand même des compétences dans la spécialité, plus des compétences pédagogiques, et j'ai mis plus ou moins parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on a déjà enseigné dans le cadre scolaire, on a peut-être quelques éléments de pédagogie, d'ailleurs qu'on ne doit pas ramener tel quel, hein, du monde scolaire parce que le public n'est pas le même. Et quelquefois, quand on n'a jamais enseigné, on n'a pas de compétences pédagogiques. C'est la raison pour laquelle il y a cette formation que le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place pour les enseignants nouvellement recrutés. Quelles sont les tâches de l'enseignant supérieur? La première des choses, il dispense le savoir. Puisqu'il est recruté à partir d'un diplôme, le doctorat, dans une spécialité bien précise, il va dispenser le savoir dans cette spécialité. Et quel savoir? C'est le savoir savant dont on a parlé dans la première conférence intitulée « Qu'est-ce que la didactique ?» Parmi les tâches qu'il a, c'est de former intellectuellement l'étudiant. Justement, comment je vais former intellectuellement l'étudiant? C'est que je développe son savoir savant, le savoir théorique, parce que la formation diplômante universitaire, c'est une formation de spécialité. Ainsi, pour contribuer pour son développement scientifique. L'étudiant est là pour développer un savoir savant. On prépare aussi, toute formation universitaire prépare l'étudiant à la vie active. Donc, pour le préparer à la vie active, parce que tous les diplômes, la grande majorité des diplômes universitaires destinent au monde socio-économique, donc pour l'employabilité. On développe donc le savoir et le savoir-faire dans la spécialité. Ainsi, on prépare l'étudiant, donc on peut aussi le préparer à investir le monde de la recherche s'il souhaite s'orienter vers la recherche. Toutes ces tâches, elles incombent à tout enseignant universitaire. Que signifie enseigner dans le supérieur? On va résumer. Donc, c'est dispenser le savoir, on fait apprendre et on développe le savoir-faire. De quelle manière? En accompagnant l'étudiant dans un projet individuel pour accéder à la vie active et ou accéder à la recherche. En quoi consiste la tâche donc de l'enseignant? C'est un accompagnateur, il oriente, il guide
il encadre. Ce sont de multiples actions qui nécessitent de l'enseignant universitaire un développement multiple et circonstancié de stratégies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les étudiants n'ont pas tous le même niveau, il y a des niveaux hétérogènes, et les étudiants n'apprennent pas tous de la même manière, ce qui fait que l'enseignant universitaire, il est dans des modalités d'enseignement qui doivent prendre en charge les stratégies d'apprentissage multiples. Tout ceci pour vous dire que comment enseigner influe sur la qualité de l'apprentissage. La formation de l'étudiant, elle dépend étroitement de l'enseignant et de l'étudiant. Attention, on va voir justement qu'il n'y a pas que l'enseignant, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que l'enseignant qui est concerné par des tâches, l'étudiant également. Quelle est la mission de l'enseignement supérieur? Un petit peu pour résumer tout ce que j'ai dit. Alors, où on s'inscrit dans des universités, où on s'inscrit dans une école supérieure. Les universités et les écoles supérieures dispensent le savoir savant pour la formation diplômante elle-même, licence, master, ingénierat. C'est un savoir savant, quel est ce savoir? C'est un savoir savant, mais plus un savoir-faire, puisque le diplôme, il destine au terrain, il destine donc au monde socio-économique. Il va directement avec son diplôme avoir du travail. Mais la mission de l'enseignement supérieur des universités et des écoles supérieures aussi est de produire et de diffuser le savoir. Lorsqu'on est dans un laboratoire, lorsqu'on est enseignant-chercheur, et c'est là la différence entre un enseignant universitaire et un enseignant-chercheur. Un enseignant universitaire doit obligatoirement être enseignant-chercheur, et pour être enseignant-chercheur, il faut produire le savoir, le diffuser à travers les articles scientifiques publiés dans les revues, les ouvrages théoriques, les polycopiés de cours à diffuser pour les étudiants. Quel est ce savoir qui est produit et diffusé par l'enseignant-chercheur? C'est un savoir savant qui destine à la recherche scientifique. Donc, la mission de l'enseignement supérieur, que ce soit les universités ou les écoles supérieures, qu'on destine à l'employabilité des diplômes ou à la recherche scientifique, les deux concourent au développement socio-économique du pays. C'est tout à fait normal. Alors, la pédagogie universitaire, dans l'enseignement traditionnel, elle se caractérisait par, vous voyez la flèche, elle est unidirectionnelle, par la transmission du savoir et des connaissances. L'enseignant, dans l'enseignement traditionnel, c'est celui qui sait tout, et les étudiants sont là pour consommer ce savoir. Aujourd'hui, non. Il y a un changement de paradigme. Pourquoi? Parce que l'accès au savoir se fait de multiples façons. Il y a des sites dédiés à des revues scientifiques, des ouvrages entiers sont mis à la disposition des étudiants, de ceux qui veulent apprendre. Vous avez également non seulement des ouvrages en ligne, mais vous avez aussi des vidéos, des cours qui sont diffusés, ce qui fait qu'il n'y a pas que l'enseignant qui diffuse le savoir. L'étudiant peut accéder au savoir de multiples façons. On va voir deux types de pédagogie qui sont contraires à la pédagogie transmissive. Elles ont été initiées il y a très longtemps. Hein. L'une d'elles, bon, elles se recoupent. J'ai mis un d'eux, mais en vérité, elles se recoupent. Ce que John Dewey, qui est un philosophe américain de l'éducation, appelle la pédagogie progressive. Il prône pour la pédagogie de l'expérience. C'est une approche pragmatiste qui consiste à faire apprendre par l'action, par la pratique, par l'expérience, apprendre par le biais d'un projet de faire. Pour John Dewey, on met l'apprenant dans une situation d'apprentissage, puis on lui apprend à convoquer la théorie. Ce n'est pas la théorie qu'on va mettre directement en pratique. On peut passer par la théorie pour la mettre en pratique, on va vers l'expérience, mais il préfère plutôt mettre le sujet apprenant dans une situation où c'est lui qui travaille, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait tout. Un peu dans ce même ordre d'idées, ce qu'on appelle la pédagogie active ou active learning,
prôné par le pédagogue allemand Friedrich Froebel. Pour lui, l'apprentissage, il met l'accent sur l'apprentissage qui développe la capacité de l'étudiant ou autre, de l'apprenant, à mobiliser à bon escient les ressources acquises, les théories, le savoir savant. Il met l'accent sur l'apprentissage de la manière de convoquer la théorie, de la mettre en pratique. C'est vrai, il y a beaucoup d'enseignants et d'étudiants, à la limite, ils peuvent maîtriser la théorie, mais le fait de la mettre en pratique, quelquefois, ils ne savent pas la mettre en pratique. Or, la pédagogie active, elle met l'accent sur ça. On doit apprendre à l'étudiant comment opérationnaliser les savoirs savants, comment mobiliser les savoirs et les ressources théoriques qu'il a acquises dans une situation donnée. Il faut le mettre en situation dans un contexte donné. Le mot situation, on va le voir tout à l'heure. Quelques postulats de la pédagogie active que j'ai extraits de l'école des ponts et chaussées. Ils disent on apprend par l'expérience pratique et non pas seulement dans un contexte académique, ce qu'on appelle un apprentissage expérientiel. Regardez bien, non pas seulement, et non pas seulement, ça veut dire que l'apprentissage académique, la théorie, elle est impérative dans une formation diplômante universitaire. S'il n'y a pas de savoir savant, on ne peut pas parler de diplôme universitaire. Mais on apprend aussi par l'expérience pratique, c'est-à-dire la mise en pratique, l'opérationnalisation de ce qui a été appris, il est favorisé. Ils disent on apprend mieux avec les autres. C'est le paradigme de Lev Vygotsky, le psychologue russe, qui prône pour le développement de l'individu avec les pairs. Pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire les camarades, les étudiants, l'enseignant, d'autres personnes, toutes les personnes ressources avec qui je peux apprendre. Je ne peux pas apprendre tout seul. On apprend mieux quand on collabore dans un groupe. On apprend mieux quand on rencontre un problème. Donc regardez bien, les enseignants universitaires sont invités à proposer à leurs étudiants des activités qui mettent l'étudiant dans une situation problème. Justement, lorsqu'il est mis dans une situation problème, il apprend mieux et c'est vrai, je l'ai déjà réalisé et j'ai vu l'impact. On apprend mieux quand on est impliqué dans un projet. C'est quoi un projet? Apprentissage par projet. Eh bien, j'ai entendu pas mal d'étudiants, lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme, ils ont commencé à travailler. Ils font un retour réflexif sur leur formation diplômante universitaire et ils remettent en question certains modules. Ils disent « mais j'ai fait ce module, je ne vois pas du tout à quoi il me sert sur le terrain ». Ce n'est pas que le module ne lui sert pas, simplement il a été mal enseigné et le sujet, une fois qu'il a obtenu ce diplôme, il ne voit pas très bien sur le terrain à quoi lui a servi. Si on avait inscrit dans un projet, tous les modules enseignés ont leur importance. Simplement, si on n'a pas montré la transversalité entre eux et l'impact dans la formation initiale de l'étudiant, je crois que ce retour réflexif, il ne se poserait pas cette question. Au final, donc, il faut que les activités à faire aux étudiants, elles aient un sens pour l'étudiant. C'est un mode d'enseignement, bien sûr, adapté au style d'apprentissage de l'étudiant. La pédagogie active, nous avons mis l'accent sur l'enseignant, maintenant nous allons mettre l'accent sur l'étudiant. On a dit tout à l'heure que la pédagogie universitaire, c'est les tâches de l'enseignant que nous venons de voir, mais c'est aussi les tâches de l'étudiant. Qu'est-ce qu'on attend de l'étudiant? L'étudiant n'est plus le consommateur, celui qui est là dans un cours en train de consommer et sans réagir, sans rien. Non, il est acteur de son apprentissage, il est acteur dans son apprentissage. Que fait-il? Il questionne, il collabore, il résout des problèmes, il applique, il analyse, il évalue, il s'interroge, il fait des synthèses, il fait des retours réflexifs. Cette implication et cet engagement de l'étudiant apprenant va contribuer à son développement personnel. S'il se met en situation d'être en face de l'enseignant et d'attendre que ce soit l'enseignant qui fasse le tout sans qu'il réagisse, sans qu'il interpelle l'enseignant, sans qu'il lui pose des questions, sans qu'il fasse lui-même ce retour, il n'apprendra jamais. L'étudiant n'est plus consommateur, mais il est mis en situation authentique de recherche et d'investigation.
pour apprendre. L'objectif, c'est de développer chez l'étudiant la capacité à devenir autonome, parce que sinon, il sera toujours dépendant des profs. Et une fois qu'il a obtenu son diplôme et qu'il est sur le terrain, les profs ne sont plus là. Donc, pour lui trouver des solutions, c'est à lui, c'est ça cette autonomie. C'est à lui de trouver des solutions aux situations problèmes qu'il va rencontrer. Cette pédagogie active, que donne-t-elle comme résultat? Lorsque l'étudiant s'engage dans son apprentissage, il collabore, il évalue, il questionne, il analyse, il fait ce retour réflexif. Ça développe chez lui la curiosité, la motivation. J'entends beaucoup aujourd'hui d'enseignants se plaindre de la non-motivation. Ce n'est pas normal. L'étudiant est motivé par l'enseignant. Il ne peut pas se motiver lui-même si le cours ne se déroule pas de manière interactive. Il faut cette interaction. Et bien sûr, on aboutit à un résultat, l'autonomie de l'étudiant. C'est ce qu'on, bien sûr, un diplôme universitaire fait de lui un sujet autonome dans la pratique. Le rôle de l'enseignant, quel est-il? Observer, guider, former, orienter par encadrement structuré. Donc finalement, au final, la pédagogie universitaire, étudiants et enseignants travaillent en tandem. Il n'y a pas que l'enseignant qui travaille seul, il n'y a pas que l'étudiant qui travaille seul. Les deux doivent travailler en tandem pour favoriser l'apprentissage chez les deux, parce que même l'enseignant, lui aussi, il apprend avec l'apprenant, il développe ses compétences professionnelles. La pédagogie active, je résume, donc c'est un apprentissage par enquête, par étude de cas, par expérience. Il y a plein, dans le système universitaire algérien, il y a plein de formations universitaires, que ce soit en sciences dures ou en sciences expérimentales ou en sciences humaines, qui travaillent comme ça, par enquête, par étude de cas, par expérience. Les étudiants sont mis en situation, mais cette mise en situation, elle nécessite bien sûr un guidage de la part de l'enseignant. Quelles compétences va-t-on développer chez l'étudiant? On l'a dit tout à l'heure, créativité, collaboration, la gestion de l'information, on développe chez lui la pensée critique et la capacité à résoudre des problèmes. Et bien sûr, on a dit tout à l'heure en tandem, hein, l'étudiant travaille en tandem avec l'enseignant qui, lui, à son tour, met à la disposition de l'étudiant toutes les ressources, les moyens et les outils pour favoriser l'orientation, le guidage et l'encadrement structuré. La pédagogie active, au final, elle s'oppose à la pédagogie transmissive. Les tâches et les actions de l'enseignant et de l'étudiant sont toujours soumises à évaluation. Il n'y a pas que l'enseignant qui évalue le travail de l'étudiant aussi évalue la qualité de l'enseignement qu'il reçoit. Donc, pour obtenir ces résultats et avoir une qualité de la formation, les deux concourent bien sûr au développement des compétences académiques et professionnelles, aussi bien de l'enseignant que de l'étudiant. Voilà la didactique professionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait un lien avec la pédagogie. Je la convoque parce qu'elle va nous fournir des éléments qui permettent le développement professionnel de l'enseignant du supérieur. Qu'est-ce que la didactique professionnelle? Pourquoi la didactique professionnelle? Et quel lien entretient-elle avec la pédagogie? L'objectif 1 de la didactique professionnelle, d'abord c'est un champ disciplinaire qui est né au début des années 90. Il est nouveau et il est né au travers un enseignant du Conservatoire national des arts et métiers en France qui a comme objectif l'analyse du travail en vue du développement professionnel. La didactique professionnelle, tous les auteurs qui se sont penchés sur ce type de didactique mettent l'accent sur qu'il faut absolument analyser un sujet pendant qu'il travaille pour voir comment il développe ses compétences professionnelles. Il faut souligner que la didactique professionnelle ne s'intéresse pas à tous les métiers, elle ne s'intéresse qu'aux métiers de service. Qu'est-ce que ça veut dire métier de service? Tous les métiers où la tâche, elle va vers autrui. On est au service d'autrui. Le médecin, par exemple, il est au service des patients. L'architecte, au service des clients. Le juriste, l'enseignant, l'ingénieur, tout le monde, tous ces métiers, mais ce sont des métiers ayant une formation diplômante universitaire.
On ne s'intéresse pas aux métiers manuels, on s'intéresse aux métiers qui sont issus de formations diplômantes. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un savoir académique, épistémique, qui sera, la tâche prescrite, elle sera mise en situation pour une opérationnalisation de cette tâche, donc la tâche effective. Cette tâche effective sur le terrain, que demande-t-elle? La conceptualisation dans la tâche. C'est cette conceptualisation qui intéresse la didactique professionnelle, c'est-à-dire comment le sujet se développe dans les situations authentiques qu'il rencontre une fois qu'il commence à travailler. La didactique professionnelle, donc, elle s'intéresse à tout métier de service où il y a des interactions humaines. Par quoi se caractérisent ces interactions humaines? Par un discours de spécialité, un langage professionnel, c'est normal. Hein. Un médecin, avec un médecin, on est dans le discours de spécialité. Les ingénieurs entre eux, les juristes entre eux, les sociologues entre eux, les didacticiens entre eux, il y a toujours un langage professionnel. Par quoi se caractérise ce langage professionnel? Il articule le savoir académique et aussi le savoir-faire dans la spécialité. Bien sûr, à l'écrit et à l'oral. On doit être compétent dans les deux. La présentation dans un écrit scientifique et la présentation à l'oral. Objectif numéro 2 de la didactique professionnelle, comme on a vu tout à l'heure, la mise en place d'un programme de formation, formation continue destinée aux enseignants nouvellement recrutés, c'est la mise en place d'un dispositif d'accompagnement. Alors, la didactique professionnelle, elle s'inscrit ou elle s'est constituée à partir de 3 courants théoriques. Elle est allée récupérer pour l'analyse du travail des outils, des méthodes dans le monde de l'ergonomie, c'est le monde du travail, à travers des auteurs de référence comme le russe Alexis Leontiev et Jacques Leplat, qui mettent l'accent sur la théorie de l'activité. Le deuxième courant, c'est bien sûr le courant de la psychologie du développement, c'est tout à fait normal, pour voir comment le sujet se développe et développe ses compétences. Et bien sûr, la didactique des disciplines que vous avez vu dans la conférence numéro 1 à travers 2 auteurs clés, Yves Chevalard et Guy Brousseau. Alors, dans le monde de la didactique professionnelle, il y a une théorie qui intéresse beaucoup les auteurs, c'est la théorie des champs conceptuels, ou appelée aussi la conceptualisation dans l'action. C'est quoi la conceptualisation dans l'action? L'idée, c'est que le développement des compétences professionnelles se fait dans et par l'action. Une fois que le sujet est mis sur le terrain, le diplômé, une fois, par exemple, celui qui a obtenu son doctorat et il est recruté à l'université, lorsqu'il commence à enseigner, c'est là qu'il se rend compte que les compétences professionnelles vont se développer. C'est valable pour n'importe quel, un ingénieur, un juriste, tous les diplômes universitaires destinent à ça. C'est sur le terrain que les compétences professionnelles commencent à se développer. Mais elles se développent dans l'action et par l'action. Si on ne fait rien, on n'apprend rien. Le sujet en activité, donc, que fait-il? Il adapte les connaissances et le savoir savant acquis. Il va l'adapter aux situations dynamiques qu'il rencontre. C'est ce qu'on appelle la conceptualisation dans l'action. Que nous dit Gérard Vergniaud? Il nous dit que le sujet construit des connaissances pragmatiques au travers des actions effectuées. La didactique professionnelle, elle s'intéresse aussi à la didactique des disciplines à travers les 2 auteurs clés. Yves Chevalard, que vous avez vu donc avec la notion de transposition didactique, la capacité à transposer le savoir savant en savoir à enseigner et enseignable. Pour vous, les doctorants, je vous ai dit que la didactique, c'est une discipline de recherche qui vous permet à vous de transposer le savoir savant que vous avez lu, que vous avez repéré, consulté dans différents ouvrages théoriques et autres, pour que vous puissiez l'expliquer et le mettre dans votre thèse. Donc, vous le transformez, il subit une transposition. Et vous avez la théorie des situations didactiques de Guy Brousseau. Pourquoi c'est une théorie qui intéresse beaucoup la formation continue? Parce que les circonstances, nous dit Guy Brousseau, qui président à la diffusion et à l'acquisition du savoir et des connaissances,
pour provoquer un apprentissage, elles sont très importantes. C'est très important de savoir dans quel cadre, dans quel contexte je suis en train d'apprendre. Est-ce que je dispose de tous les outils, de tout le cadre? La situation didactique, elle met en place un certain nombre d'éléments qui concourent au développement de l'apprentissage. S'il y a un élément qui manque, l'apprentissage est insuffisant. Je vous reprends ici le dictionnaire de concepts clés de pédagogie dont je vous ai parlé justement, qui explique que enseigner, c'est proposer, regardez bien, proposer à l'apprenant un certain nombre de situations qui visent à provoquer l'apprentissage. Et le mot situation didactique, c'est pluriel, ce sont les situations problèmes, les situations dans lesquelles va se dérouler l'apprentissage. Elles sont impératives pour un apprentissage de qualité. Finalement, donc, enseigner, en quoi consiste l'enseignement ou enseigner à l'université? C'est agir pour le développement à la fois des étudiants, pour l'obtention de leur diplôme, pour les préparer à la vie active et les préparer au monde de la recherche, mais on agit aussi pour son développement personnel, parce que le développement des compétences de l'enseignant se font aussi par... quand on enseigne, on apprend aussi le métier d'enseignant. Je vous mets ici quelques éléments de bibliographie concernant la pédagogie universitaire pour le développement, bien sûr, de vos lectures, hein, si vous voulez lire. Il y a plein d'ouvrages très intéressants ici, des sites pour la pédagogie universitaire, également pour la didactique professionnelle. Alors, cette première partie, elle concerne ce qu'on appelle le geste professionnel. Le geste professionnel, c'est vraiment un concept qui est très développé et la didactique professionnelle, elle s'en sert pour mieux comprendre comment on développe les compétences du sujet lorsqu'il est actif. Vous avez l'agir professionnel de l'enseignant. Je n'ai mis que ce qui concerne l'enseignant, mais l'agir professionnel, il touche tous les métiers, l'agir professionnel de l'architecte, l'agir professionnel du chirurgien, l'agir professionnel de l'ingénieur, l'agir professionnel dans n'importe quel secteur d'activité. On parle, ce concept d'agir professionnel, de geste professionnel, il est très important. Et une bibliographie un peu plus large concernant la didactique professionnelle qui met l'accent sur, qui vous explique ce que c'est. Et vous avez même un ouvrage très intéressant de Donald Schoen, Le praticien réflexif. Ça, c'est un ouvrage que je vous recommande parce que si vous voulez vraiment développer vos compétences, aussi bien de chercheurs que de futurs praticiens, le praticien réflexif à la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel est un ouvrage clé qu'il faut absolument lire. Je vous souhaite une bonne continuation pour la réalisation de votre thèse de doctorat dans un premier temps et pour vos travaux de recherche supérieure, de vos recherches ultérieures et supérieures, bien sûr. Je vous remercie de votre attention.